Mesdames, Messieurs, bonjour. Nous nous intéressons à l'indécence vestimentaire aujourd'hui. La campagne y afférent a été lancée en novembre dernier et 5 mois après le début de la sensibilisation, nous sommes allés voir sur le terrain ce qui s'y passe. Comment est-ce que les gens ont reçu cette campagne contre l'indécence vestimentaire qui a été baptisée d'ailleurs Halte contre l'indécence vestimentaire. Nous allons le savoir dans cette émission et bien entendu, pour la conduire, je suis accompagnée de ma très chère journaliste. Bonjour. Bonjour ma très chère Clarence Yongo, bonjour à vous téléspectateurs de Canal 2 International, bienvenue. Voilà, nous avons donc planté le décor. Dans un instant, notre invité. Alors, notre invitée s'appelle Sylvie Ekobe, elle est juriste, elle est conseillère matrimoniale et familiale. Bonjour. Bonjour Clarence. Comment allez-vous? Je me porte bien. Tout va bien pour vous? Tout va bien. D'accord. Alors, vu comme ça, c'est juste pour vous demander, quand vous avez entendu parler de la campagne Halte à l'indécence vestimentaire, comment est-ce que vous avez réagi du premier coup? Disons que la campagne, je l'ai entendue par les médias, comme tout le monde. Disons qu'en étant juriste, j'ai aussi eu le formulaire en question, donc j'ai pu vérifier de quoi est-ce qu'il était question. Je me suis complètement, directement insurgée contre cette campagne parce que je trouve que, premièrement, déjà, elle n'est pas encadrée, on ne sait pas on n'a pas défini complètement qu'est-ce qui constitue déjà l'indécence vestimentaire. Et d'une part, quelles sont les mesures, quelles sont les personnes qui peuvent comme ça réguler cette décence vestimentaire, parce qu'on rencontre dans les rues aujourd'hui des filles qui sont, généralement sont les filles qui payent les frais, sont les filles qui sont accostées par des badauds, par des enfants de la rue, par des personnes comme ça là qui les accostent, qui sont, on les déshabille, elles sont frappées, elles sont rouées de coups, elles sont le Donc plus votre souvent... problème c'est l'encadrement, ce n'est pas la campagne en elle-même. Le problème, mon premier problème c'est déjà l'encadrement d'une part, et deuxièmement c'est le fait que cette campagne, cette croisade, parce que pour moi c'est comme une croisade, cette croisade donc contre l'indécence vestimentaire ne vient pas point nommé. Je me dis, pour moi, ce n'est pas le problème de l'heure. Dans une société camerounaise où le taux de chômage est grandissant, où pour faire des études à l'université, les gens prennent les cours à même le sol. J'ai pris les cours, je me tenais debout, il faut se lever à 5 heures pour pouvoir avoir une place à l'université. Deuxièmement, on parle au niveau de la santé. Les femmes, vous êtes allées peut-être dans les centres de santé, dans les maternités, c'est complètement insalubre, c'est vétuste, il n'y a pas de matériel. Au niveau de nos frontières sont poreuses. Au niveau peut-être de l'électricité, on a des délestages. Avant courant, c'est peut-être 3 fois, 4 fois par jour. Au niveau de l'eau, c'est un luxe encore qu'on peut s'offrir. Et regardez un peu peut-être, lorsque les jeunes sortent de l'université, ils sont traités dans les entreprises, dans les cabinets d'avocats comme des esclaves. On les traite. Là, vous parlez de vous, mais ce qu'on dit, c'est qu'il fallait bien entendu commencer quelque part. Donc, le délégué que nous avons rencontré, Madame Tamsa, dit, écoutez, il fallait bien, c'est vrai qu'il y a des problèmes, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mots qui minent la société, mais il fallait commencer quelque part. Est-ce que vous seriez contente, vous, par exemple, je vous pose la question, je n'en sais rien, de voir à la télé un président de la République qui a une crête sur la tête parce que justement on a laissé, on a fait... je veux dire qu'on a je vais vous laissé répondre, faire, je vais vous répondre directement parce qu'on a vu ailleurs, on a vu au Gabon. Omar Bongo, le président du Gabon, il avait ses notes. Ça n'enlève en rien à son intellect, ça n'enlève en rien à son savoir. C'est un bon président, il dirige bien son pays, donc ça n'enlève absolument rien. Je me dis, le problème, ce n'est pas un problème de campagne. Le problème, c'est, on a regardé avec Maswell, la hiérarchie des besoins. Nous, au Cameroun, on n'a pas ce besoin. On devait se réunir, on devait dire, bon, le ministre de l'enseignement, le ministre de tel, de la condition, on se réunit. Quel est le problème de la jeunesse? On regarde peut-être le fond même de l'indécence vestimentaire, c'est parce que les jeunes sont désœuvrés. Est-ce que Sylvie Ekobe, vous reconnaissez quand même qu'il y a un problème au niveau de l'habillement des jeunes? Il y a certainement un problème, mais je dis ce n'est pas alarmant. Ce n'est pas alarmant, pourquoi? Parce que quand on regarde les photos de nos parents, certainement vous aussi, vos mamans et tout, les années 80, les années 70, ils portaient ce type de vêtements, peut-être même plus court. Là, il n'y avait pas un problème de distance. Avec le ventre dehors et... Oui, il faut regarder. Le sociologue, lui, il a pensé le contraire, justement, journaliste. Oui. Le sociologue, quand on lui a posé la question, il a dit, je suis sûr qu'en regardant de près ces photos, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas la même chose. Parce qu'aujourd'hui, les vêtements sont à la lisière du fessier.
Non, moi je ne pense pas. J'ai regardé les photos avant d'arriver ici, bien entendu. J'ai regardé l'album familial de mes parents. J'ai regardé les photos de ma maman. Elle avait ce type de robe. Donc et moi j'ai regardé les photos de ma grand-mère. J'ai bien vu que la robe, c'est vrai, elle est mini, mais pas aussi, hein, pas juste comme on parle de la lisière du postérieur. Elle arrive quand même au niveau des genoux. Alors vous pensez qu'on élude le problème, pourtant on est quand même d'accord que le problème, il est réel. Les jeunes filles, les jeunes garçons marchent presque nus. Alors pour vous, ça reste pas un problème, il fallait commencer par autre chose? Non, je pense qu'on devait commencer par autre chose. Parce que notre société est gangrénée par un ensemble de problèmes qui devaient d'abord premièrement s'attaquer. On ne devait pas s'attaquer à la décence vestimentaire, puisque ce n'est pas un problème au fond. C'est un épiphénomène. C'est un épiphénomène et je me dis que c'est un phénomène de mode et puis quelques temps ça va passer, puisque réellement les mesures ne sont pas encadrées. Lorsque vous marchez dans la rue et que vous êtes accosté peut-être par quelqu'un qui vous dit vous êtes mal habillé et tout, puisque dans la circulaire, il n'a pas été écrit formellement, qu'est-ce qu'on attend par indécence vestimentaire? Est-ce que c'est le dos qui est dehors, ce sont les pieds? Est-ce que peut-être, je vais dire, c'est pour ça que certaines personnes s'érigent en policiers de fortune et attrapent comme ça les femmes, déjà les jeunes filles, et puis en plus de ça les femmes mariées, donc il n'y a pas un certain nombre d'encadrements. Donc on devait normalement peut-être mettre ces campagnes, mais mettre dans les mesures pour pouvoir réguler tout cela, pour éviter l'anarchie qu'on rencontre au cours des routes. Est-ce que pour vous, mode rime avec légèreté? Parce que c'est vrai, vous parlez d'un phénomène de mode, mais on sait que ça dure depuis des années quand même, ce phénomène où on a des femmes, des hommes qui sont presque nus et qui portent même parfois atteinte à la pudeur, comme on le dit. Est-ce que vous pensez que parler de mode rime avec ce type d'agissement? Non, moi je pense que parler de mode ne rime certainement pas avec ce type d'agissement, mais je me dis, comme je venais de le dire, c'est pas un problème criard, je veux dire c'est un problème passager, puisque d'ici peut-être 2 ou 3 ans, la mode va passer, on va porter autre chose. Donc le problème reste intact, c'est que la circulaire en elle-même est complètement mal rédigée, il n'y a pas un certain nombre d'encadrements, on devait bien peut-être parler d'un code vestimentaire, peut-être c'est ça le questionnement. Voilà. Alors on a posé la question de savoir ce que c'est que l'indécence vestimentaire, parce que c'est, je pense, le problème fondamental ici aujourd'hui, c'est la principale problématique. Qu'est-ce que c'est que l'indécence vestimentaire? Les uns et les autres ont essayé de donner des éléments de réponse. C'est vrai qu'il n'existe pas un code vestimentaire. Je vous propose de regarder. Lorsqu'on a lancé la campagne contre l'indécence vestimentaire, les réactions ont été immédiates. Il est admissible qu'après les élections passées, nous n'avons pas de route. Les jeunes sont de l'école, ils n'ont pas d'emploi et on vient parler d'habillement, c'est aberrant. À force, à mesure de laisser aller, de laisser les gens s'habiller n'importe comment, la société est devenue autre chose. Pourtant, dans leur grande majorité, des Camerounais interviewés saluent cette action, même si d'autres continuent de soutenir que c'est un abus. Nous sommes au XXIe siècle, oui. Le modélisme, et ça, on est obligé de s'habiller avec les kabangondo. Moi, j'aime voir les filles sexy, ça m'intéresse. À notre époque, on s'habillait très bien. Une fille s'habille, tu as même envie d'aller... Non, mais pas ça, pas question de génération avant. Quand les filles s'habillaient dans les années 70, 80, mais vraiment tu avais envie d'aller demander soit la main d'une fille chez les parents. L'indécence vestimentaire, s'il n'existe pas un code irrélatif, peut facilement être reconnu. Dans les pays où l'indécence vestimentaire n'est pas très flagrante, je ne crois pas qu'ils ont un code vestimentaire en tant que tel. C'est des habitudes qu'on a données aux enfants depuis le bas âge et ils ont grandi avec cela. Quand la campagne battait son plein, les commerçants de vêtements dits sexy déclarent en avoir fait les frais. Il est vrai qu'il ne faut pas le nier, que cette loi-là a quand même réduit un certain nombre de ventes. Si on vendait par exemple un matériau comme celui-ci, 15 pièces par jour, c'est que maintenant on va vendre peut-être 3 ou 5 pièces. Quand cette loi est sortie, franchement, les filles avaient peur. Et ils n'avaient pas peur parce que la loi est sortie, mais ils avaient peur parce que les policiers étaient en train de les déranger en coup de route. D'autres même, on les tapait n'importe comment. Même les militaires avaient appris l'affaire à main. Nonobstant ces derniers, les filles de joie considérées comme leurs premières clientes disent n'avoir pas forcément besoin d'être dévêtues pour attirer clients. En témoigne cette ex-belle de nuit. Regardez comment je suis. Je suis là où je suis belle. Hein? Je suis là où je suis belle. Je suis belle, non? Quand je marche, il y a beaucoup de gens qui me regardent.
Oui. Je ne porte pas moi les ministres. Même à la nuit, je porte toujours mes habits comme ça, normal. Il y a beaucoup les hommes qui, si tu habilles à mini comme ça, ils ne te prennent même pas. Parce que tu as déjà vendu ce qu'il faut qu'ils voient. Il y a les femmes ici qui habillent avec la pagne, qui portent la pagne. Mais ils entrent dans la chambre plus que les filles qui sont habillées à mini. Je manque. Certes, la période de sensibilisation suit son cours, mais on a l'impression que la croisade contre l'habillement indécent s'est un peu essoufflée. Alors là, vous parliez d'épiphénomènes. Pourtant, justement, on se rend compte, comme Janalis le disait, que ça s'étend depuis quelques années et il est indexé un certain nombre de choses. Mais on va peut-être revenir là-dessus. Il y a certains qui pensent que, justement, l'indécence vestimentaire, c'est quand on a le string, disons les choses telles qu'elles sont, qui déborde sur le pantalon ou sur le jean qu'on arbore, ou alors, comme on le disait, une jupe qui est à la lisière du fessier, ou alors un haut qu'on met mais qui laisse paraître l'anatomie. Donc c'est pas être complètement couvert. C'est vrai que le code vestimentaire n'a pas été élaboré. Est-ce que jusque-là, vous êtes d'accord quand même qu'il y a un problème criard de société qui se pose ou pas du tout? Non, tout à fait. Je dis, lorsqu'on marche dans les rues, c'est vrai qu'on est comme ça frappé peut-être par un ensemble d'accoutrements qui défraient la chronique. Je veux dire les jupes dehors, les pieds dehors, peut-être les strings et consorts. Mais je reviens pour dire que ce n'est pas le problème de l'heure. C'est pas le problème de l'heure, mais on peut quand même remarquer que le problème, c'est au niveau de la cellule familiale. Si on prenait aussi le temps quelque part d'éduquer peut-être les filles sur un ensemble de comportements qui étaient permis, peut-être vestimentaires, et qui ne l'étaient pas. Mais on va revenir pour dire que c'est important de dire que même si on devait peut-être mettre sur pied cette mesure, qui est louable peut-être au niveau peut-être de nos us et coutumes, mais on ne... Donc finalement quand même il y a quelque chose. Je veux dire qu'il y a un fondement dans cette campagne, ou pas du tout? Il y a un fondement, on ne va pas le contester, il y a un fondement, mais je dis la mesure ne répond pas aux besoins de l'heure, la mesure n'est pas complètement entourée parce qu'on rencontre un ensemble d'abus. Mais la question c'est, est-ce qu'on doit laisser faire? Parce que c'est ce qu'on demande depuis tout à l'heure. Est-ce que parce que ce n'est pas prioritaire, on doit se dire, voilà, laissons les enfants faire? Je vais prendre une autre image que nous a donnée Madame Tamsa il y a quelques instants. Elle disait, ok, il y a une maman qui a peut-être ses enfants qui n'ont pas mangé et qui par la suite sortent presque dénudés. Est-ce qu'on va les laisser sortir parce qu'on va se dire qu'il y a eu un problème de manger, disons-le simplement comme ça, parce qu'il y a un problème de famine? Est-ce que c'est compatible? Est-ce qu'on ne devrait pas s'interroger dessus? Parce que c'est la question que les femmes se posent aussi. Oui, certainement, mais on devait d'abord revenir à l'éducation familiale. Si on veut attaquer le problème à la racine, on devait revenir à l'éducation familiale. C'est à la cellule familiale, c'est à la base de la cellule familiale d'éduquer leurs enfants. C'est bien beau de mettre une campagne, mais si on revient, on se dit que la cellule familiale a perdu son essence, même qui est celui de l'éducateur naturel des enfants. Donc on devait revenir pour faire comprendre aux parents que ce sont eux qui ont le rôle d'éducateur national. L'éducation part d'abord de la famille. Ce n'est pas un arrêté ou bien une circulaire qui va complètement revenir mettre au goût du jour les normes et les mesures qui sont complètement dépravées. On doit revenir, quels sont le rôle des parents, quel est le rôle des enfants dans un foyer, comment est-ce que se comportent les parents, parce qu'on va la sensibilisation se fait dans les... La sensibilisation, pour moi, doit se faire d'abord à l'intérieur de la cellule familiale. Parce que ce qu'on va voir, c'est que même ces parents-là, que ce soit les hommes, que ce soit les femmes, ne s'habillent pas. Alors, comment atteindre la cellule familiale? Voilà. Ma très chère journaliste, je vais peut-être laisser qu'elle pose la question, mais je vais dire juste quelque chose en très bref. Comment atteindre la cellule familiale? Dans la circulaire, justement, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il faut aller dans les églises, il faut faire une sensibilisation au sein des écoles, il faut aller dans les marchés. Justement, dans ces endroits, qui est-ce qu'on retrouve? On trouve les parents. Tout à fait. Mais est-ce que c'est mal fait? Est-ce que c'est mal abordé que de procéder de cette façon-là? Parce que c'est aussi la question. Je ne sais pas si c'est dans le même sens. Oui, et à un moment donné, on a comme l'impression quand même que les parents, du moins pour la plupart, s'avouent vaincus sans doute. Et il faut bien quand même que l'État ou le ministère fasse quelque chose pour pouvoir les aider. Est-ce que vous ne pensez pas, vous trouvez sans doute que ce sont des mesures draconiennes et tout, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'on a atteint quand même la limite et qu'il faut employer les moyens, comment j'appellerais, les moyens les plus forts pour pouvoir annuler, enrayer le phénomène?
Non, je le pense également, mais je me dis, vous avez bien dit qu'ils font des descentes sur le terrain, ils vont dans les églises, mais est-ce que c'est fait? Est-ce que c'est effectif? Depuis peut-être, c'est en novembre, donc ça fait 5 mois que cette circulaire a été instaurée, mais qu'est-ce qui a été fait sur le terrain? Est-ce que réellement on a vu cette campagne-là? Est-ce que réellement on a vu ces descentes sur le terrain? Je ne pense pas, je n'ai pas vu. Vous non plus, je ne pense pas que vous avez vu une pareille campagne. Donc je me dis c'est toujours du folklore, c'est pour comme ça distraire la population pour les réels problèmes fondamentaux que vive la population. Alors d'après Sylvie Ekobé, ça veut dire que vous rencontrez une jeune fille, une adolescente peut-être de 14 ans qui a son matelot, le ventre, le dos, ou même la naissance de ses seins, disons ainsi, dehors. Alors vous êtes d'accord que personne ne devrait lui dire quoi que ce soit? Elle est libre, parce qu'il y a des problèmes beaucoup plus importants. Non, je pense que ce que je ferais si je rencontre une fille pareille, la seule chose à faire, c'est le droit fondamental est celui de la liberté. La liberté d'aller et venir, la liberté de se vêtir comme on pense. Alors, on est dans la liberté ou le libertinage dans ce cas? C'est quoi la limite entre les deux? Quelle est la limite entre les deux? Parce que le questionnement de tout à l'heure, c'était quel est le process? Le process, c'est dans la circulaire, aller au sein des écoles, aller au sein des églises, aller au sein des associations, etc. etc. Maintenant, votre questionnement, c'est est-ce que c'est fait? Vous ne l'avez pas vu. Peut-être que ce n'est pas fait. Il y a cet autre cas de figure. Ces jeunes filles qu'on voit dans les rues, et on en voit assez régulièrement, qui ont justement des matelots qui sont à la lisière du fessier, est-ce qu'on va se dire... C'est la liberté des uns et des autres, la liberté d'aller et de venir, comme vous le dites, c'est la liberté des jeunes filles ou des jeunes personnes, et les laisser faire, finalement. Si ça ne pose problème à personne, moi je le dis. Est-ce que ça pose problème? Voilà. Pour moi, ça ne pose pas problème. C'est justement ça le problème, c'est que moi je ne vois pas le problème à ce que ces filles-là s'habillent pareillement. D'autres vont dire peut-être que ça entraîne peut-être la dépravation, ça entraîne peut-être les viols. Moi je dis non. Quand on regarde peut-être au Brésil ou bien ailleurs, sinon, si nous étions au Brésil, c'est que le nombre de viols a complètement explosé parce que quand on va dans les plages... Est-ce que nous vivons les mêmes réalités? Est-ce que nous avons les chiffres? Voilà. Parce que quelqu'un me faisait savoir qu'au Brésil, à cause de ce qui est diffusé dans les chaînes de télé, le taux de divorce est très élevé. Donc, est-ce que nous avons les chiffres pour pouvoir illustrer cela? Oui, mais ici au Cameroun, ce n'est pas aussi à cause de l'indécence vestimentaire qu'on a les cas d'inceste dans les foyers. Donc vous voyez que si une personne est potentiellement malade mentale, ce n'est pas parce qu'il va voir une fille qui s'est dénudée ou bien qui s'est habillée de façon confortable qu'il ne va pas pouvoir l'agresser. On est quand même d'accord que c'est provocateur, non? C'est provocateur, mais ça ne pousse pas à un individu qui a complètement ses facultés mentales d'aller agresser une fille. S'il le fait, c'est parce que quelque part il a ces gemmes-là, il a ses potentialités, il le veut. Donc quelqu'un qui arrive à la plage, s'il voit des filles qui sont complètement dénudées, s'il saute sur une de ces filles, c'est parce que quelque part il a ses antécédents, il veut le faire. Est-ce que vous pensez pas que c'est complètement différent? Je veux dire, à la plage, tout le monde s'habille en bikini et autres, on n'a pas le temps. On sait que c'est un endroit pour cela. Mais maintenant, en plein centre-ville, on est quand même en plein centre-ville là, où pendant que où la majorité des personnes sont décemment habillées, on voit une personne qui sort, ou alors 2, 3 qui sortent. Forcément, ça guiche, ça attire l'œil de celui que vous appelez potentiel violeur. Est-ce que ce ne serait pas une raison de pouvoir éviter que cela n'arrive? Et pour vous, quelle est la limite? Ça veut dire, quand il va voir celle qui s'est dénudée, il va aller pour pouvoir la violer. Je veux dire, ça pourrait l'inciter, on est d'accord? Oui, mais il ne passera pas à l'acte s'il n'est pas malade mental. D'accord, il pourrait la suivre? Oui, mais pas passer à l'acte. S'il passe à l'acte, ça veut dire quelque part il a un problème. Il ne sait pas s'abstenir, il ne sait pas se retenir. Mais est-ce que ce n'est pas justement ce qu'on essaye de combattre, ce que le mini-prof essaye de combattre, ce genre d'incitation au viol et tout, et puis finalement pour se plaindre plus tard? Peut-être qu'il voudrait, vous avez parlé de régler le problème à la base, peut-être que la base serait aussi déjà qu'on commence par s'habiller convenablement. Et qu'est-ce qui nous fait croire que le fait d'être habillé convenablement ne va pas résoudre le problème, par exemple? Vous ne trouvez pas? Certainement, mais je dis la campagne est mal menée. On devait commencer peut-être par une sensibilisation à la base, comme je l'ai dit, une sensibilisation au sein de la famille, parce que c'est la famille, la cellule familiale, c'est celle qui est nourricière de toute une société. Si on commence par une sensibilisation à la cellule familiale, ça veut dire qu'on a complètement faussé le combat. Et ma très chère, je veux me permettre parce que lorsqu'on parle de la famille, nous sommes tous, on a été des jeunes filles, on est des jeunes femmes et tout, mais nous savons également comment les jeunes filles, pour ne parler que d'elle, se comporte. Ça veut dire, il y en a même qui sortent avec des tenues à partir de la maison. Alors ça veut dire, papa ou maman peut dire des choses à la maison, mais on sort décemment habillé et dans la rue, justement, on s'est changé. Qu'est-ce qu'on fait?
Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que... je ne sais pas. Il faut dans la ce cas, derrière ce voilà, fils. dans ce cas, c'est On va peut-être reparler de... Cette question va être reposée tout à l'heure. Juste pour peut-être temporiser un tout petit peu, ce sont les remarques que nous avons reçues dans la rue. Trop couverte, pas de mari. Non, je pense que c'est faux. Je pense que c'est faux parce que la réelle valeur, ce n'est pas la valeur qu'on voit, c'est la valeur qui est intrinsèque, c'est la valeur qui est à l'intérieur. Et puis finalement... C'est que si un homme veut se marier, qu'il essaie plutôt d'explorer ce qui est à l'intérieur, c'est ce qui va fonder son foyer, c'est pas ce qui est à l'extérieur. Et sur quoi se base donc celle qui s'habille trop sexy, entre guillemets, si la vraie valeur, si tant est que la vraie valeur se trouve à l'intérieur? Elle estime être libre. Et donc, mécontentement au début de cette campagne, on le soulève, et finalement, on a l'impression de l'adhésion. Parce que d'ailleurs, on a eu une ancienne fille de joie qui nous fait savoir que, à l'époque, justement, c'est pas parce que, enfin, quand elle travaillait à cet endroit où on l'a trouvée, quand elle y travaillait, c'est pas parce qu'on était dévêtus qu'on avait plus de clients. Donc, on pouvait être bien vêtu, avoir même le pagne, mais avoir des clients. C'est juste des témoignages qu'on a eus. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je pense que c'est la réalité. C'est pas généralement les filles qui s'habillent de façon dénudée sont généralement taxées de filles légères, de filles libres et consorts, aux mœurs légères. Mais le plus souvent, c'est pas le cas. Elles veulent justement exprimer une certaine forme de liberté. Mais on rencontre généralement dans d'autres régions, je ne vais pas citer la région pour que ça ne soit pas indexé, ces filles qui sont complètement couvertes, ce sont ces filles qui vont dans la rue le soir. Donc rien à voir avec, oui, vous allez rire, mais c'est vrai, rien à voir avec le phénomène d'être dénudé ou pas. Je veux dire, c'est une question de personnalité, c'est une question d'éducation, c'est une question de volonté. Qu'on soit bien habillé de façon convenable ou bien qu'on soit dénudé, ça n'enlève en rien à son caractère personnel, à ce qu'on veut. Il y a des femmes qui sont complètement libres dans leurs expressions vestimentaires, mais qui sont des femmes ministres, qui sont des femmes qui occupent des postes de responsabilité, ça n'enlève en rien à son intellect. Donc, merci. Ce qu'on va faire, c'est regarder cet autre reportage qui porte sur la campagne, le pourquoi de cette campagne. Regardez. Éviter toute forme de dérive due au port de tenues indécentes est la principale mission que s'est assignée depuis novembre dernier le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille. Lorsque l'État et les représentants de l'État constatent une dérive dans le sens qui ne va pas pour le bien-être des populations, ils interviennent. Vous êtes journaliste, vous êtes d'accord avec moi que lorsque vous sillonnez avec votre caméra, pour peu que vous soyez observateur, vous voyez les jeunes filles sur les motos, vous voyez les garçons dans les établissements et même hors des établissements avec des pantalons sous les fesses, les strings au-dessus de la ceinture. C'est pas toujours un spectacle agréable. Mais il convient avant toute chose de comprendre les motivations réelles des adeptes ou non de ce phénomène. On apprécie ça aujourd'hui pourquoi? En partant par à une fille en mariage, c'est la biais de corps, vous prenez que la tête scopiée, ça voit le corps. En partant de prendre, tu connais qu'elle est gâtée au corps. Alors qu'elle est normalement habillée, amenée, je vois en dos du nageur, tu as la possibilité d'aller vers elle, voir son habillement et comment elle est, si la peau n'est pas gâtée. Un doigt accusateur est pointé vers la télévision et autres médias, considérés comme de véritables instigateurs de l'habillement indécent. La télévision, c'est la mère des médias, donc et son influence est très importante. Il y a beaucoup de choses, beaucoup d'habitudes que nous adoptons justement du fait des médias. Et la télévision en est un. Dans le passé, on avait d'autres formes de médias, notamment les médias écrits, les magazines, les Salut les copains, les Nous deux, à partir desquels nous copions, nous imitions donc les habitudes des sociétés occidentales. Ainsi donc, emportés par le modernisme, certains inconditionnels de la mode ne tiennent pas compte de leur environnement, encore moins de leur réalité, s'exposant ainsi à des conséquences certaines. Une fille doit s'habiller normalement parce que en laissant son corps dehors, en laissant ses seins dehors, les cuisses dehors, c'est se ridiculiser quoi. Moi je ne suis pas du tout d'accord par rapport à ce style d'habillement. La campagne contre l'indécence vestimentaire vise à enrayer la situation ambiante, mais il serait tout de même judicieux de traiter le problème à la base
afin d'espérer pouvoir contourner les conséquences actuelles. Alors, on parlait tout à l'heure du pourquoi du lancement de la campagne. On estime qu'à un moment donné, il y a eu ces incitations au viol, il y a eu non-respect de la personne qui est pas convenablement habillée ou légèrement habillée. Donc, il y a des risques qui sont observés, finalement. Vous dites oui, vous dites non. Vous dites la société n'est pas bien bâtie, qu'est-ce que vous dites? Non, moi je pense qu'on ne va pas dire qu'il n'y a pas de risque peut-être à s'habiller d'une certaine façon, surtout si on va dans un certain nombre de lieux, si on se trouve peut-être dans un lieu où le viol peut être réellement pratiqué. Mais je me dis que qu'importe si quelqu'un s'habille de façon décente ou pas, s'il a en face de lui quelqu'un qui est potentiellement un déséquilibré mental, ou bien un malade mental, ou bien une personne qui a un problème avec l'autre sexe, il peut donc être victime des abus sexuels. Et la question est, est-ce que le fait justement de s'habiller légèrement n'incite pas davantage cette personne-là? Je veux dire, si c'est quelqu'un potentiellement malade, il pourrait encore détourner le regard s'il ne voit rien. Et maintenant que tout est, je veux dire, il a de la salive à la bouche et puis il fonce. Est-ce que c'est pas justement l'encourager? Je ne pense pas, parce que ces personnes-là qui violent les enfants de 2 ans, on l'a vu dans les médias et tout, ces jeunes filles, ces enfants ne sont pas habillés de façon indécente. Ces personnes-là qui pratiquent donc de l'inceste au sein de leur foyer, ces jeunes filles ne sont pas habillées de façon indécente, c'est une question de maladie mentale. Alors, partons sur un postulat. Vous avez accepté tout à l'heure quand même qu'il y a souvent des dérives au niveau de l'indécence vestimentaire. C'est-à-dire qu'on reconnaît quand même qu'il y a un minimum à respecter pour la société. Partons sur ce postulat pour dire quelque chose ou poser une question. Beaucoup disent que c'est à cause des médias. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui accuser les médias d'être à l'origine de cette dérive vestimentaire? D'une certaine façon, mais je ne pense pas. Je ne pense pas parce que même si les médias peut-être essaient de diffuser certains films, ou bien certaines émissions qui montrent, en fait des émissions qu'ils ont prises ailleurs qui montrent certaines filles habillées d'une certaine façon. Moi je reviens toujours pour dire que c'est la cellule familiale. Pourquoi? Parce que vous allez convenir avec moi que lorsque vous êtes avec des enfants et qu'il y a certains feuilletons qu'on passe à la télévision, c'est à vous de savoir l'âge des enfants, la sensibilité des enfants pour dire peut-être qu'à cette heure vous ne voyez pas tel film. Donc c'est à vous, je reviens toujours à dire, le rôle fondamental d'un parent c'est celui d'éduquer ses enfants. Vous pouvez être dans une société, certains voisins font telle chose, mais vous, vos enfants, vous dites à vos enfants de ne pas faire telle chose. C'est à vous qui revient dans le droit de donner certaines directions à vos enfants. Ce n'est pas parce que tous les enfants font d'une certaine façon que les vôtres vont pratiquer la même chose. C'est aux parents donc de revenir je veux dire, à l'essence même, au fondement même de la famille. On voit tous la télévision, on voit ce qui se passe, mais c'est aux parents de dire quelles sont les émissions, parce que justement le sociologue que nous avons rencontré nous fait savoir que ailleurs c'est l'État qui gère les programmes. C'est-à-dire que c'est une programmatique qui est menée à l'avance et on sait ce qu'on peut diffuser. On sait comment est-ce qu'on peut forger la personnalité des gens qui regardent les programmes à la télévision. Chez nous, on subit, donc on découvre simplement. Est-ce qu'il n'y a pas justement ce déséquilibre-là qui entraîne justement des comportements comme ceux des dérives? Non, je ne pense pas. Je pense que lorsque vous parlez de programmes de télévision, je pense que toute personne a certainement une émission qu'il aime, un feuilleton ou bien une émission préférée. Et il sait que dans cette émission, dans ce feuilleton, il y a certaines pratiques peut-être qui sont assez dépravantes peut-être pour le regard de ces jeunes enfants. Il ne va pas voir la télévision, ce feuilleton avec ses enfants. Moi, j'aimerais quand même aller dans le même sens que Clarence parce que c'est vrai, le parent, il peut encore avoir le contrôle de l'enfant au niveau de la maison, dans le domicile, mais que dites-vous de ces cybercafés ou partout où ces enfants sont parfois appelés, même sans le vouloir, il y a des copains, des amis qui vont l'y amener et il va prendre goût. Alors du coup, à la maison, vous n'allez, il va vous faire croire qu'il est tout sérieux, il ne regarde pas ce genre de choses, mais Dieu, il va le faire. Est-ce que vous ne pensez pas quand même qu'à ce niveau-là, il faudrait quand même que l'État intervienne? Certainement. On serait dans la liberté. On serait dans la liberté. Non, je dis certainement l'État doit intervenir parce que c'est le rôle de l'État en tant que régulateur d'une société, c'est le rôle de l'État. Mais comme justement vous avez posé la question, et comment est-ce qu'il doit le faire? Ça ne doit pas être simplement une forme de circulaire. Vous avez parlé des campagnes, des descentes sur les lieux, mais est-ce qu'ils l'ont fait? Est-ce qu'ils le font?
ils ne le font pas. Je veux dire, je vois ça comme une forme de folklore. C'était certainement pour amuser la galerie, mais est-ce que sur le terrain c'est pratiqué? Non. Peut-être que c'est une bonne initiative, mais est-ce que c'est pratiqué? Non. Si vous parlez des cybercafés et des consorts, mais le cybercafé, c'est le lieu où les jeunes filles se retrouvent pour pouvoir envoyer les photos très explicites à des personnes qui se trouvent à l'extérieur. Mais qu'est-ce que l'État fait pour cela? On ne fait rien. Donc, normalement, on devait dire, OK, la campagne devait être louable s'il y avait du suivi. Est-ce qu'il y a du suivi? Non. Ce n'est qu'une forme circulaire qu'ils ont mis. Est-ce qu'il y a du suivi jusqu'à... Nous sommes aujourd'hui 5 mois plus tard, on ne voit absolument rien sur le terrain. Donc, finalement, on est d'accord que MINJEC, MINCOM, MINCUL, MINAT et MINPROF sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle, mais je dis, comme je l'ai dit... Ils s'y prennent mal. Ils s'y prennent mal, premièrement, et deuxièmement, ce n'est pas le problème de l'heure, je l'ai dit. Dans la hiérarchie des besoins, il y a les besoins primaires et les besoins secondaires. Ceci, c'est un besoin secondaire, ce n'est pas un besoin primaire. Le besoin primaire d'une société, c'est celui d'abord de réguler les problèmes basiques d'une société. Les questions de nutrition, les questions d'eau, les questions de l'éducation, les questions de l'emploi pour la jeunesse. Peut-être, on va regarder peut-être que le fondement même de ce phénomène, c'est parce que les jeunes sont désœuvrés, je l'ai dit. Les jeunes sont complètement désœuvrés. Et on a la chance qu'au Cameroun, on n'a pas un taux de prostitution qui est assez élevé parce que lorsque les jeunes sont désœuvrés, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont à la rue, mais ils se droguent. Comment vous appelez le fait justement de s'habiller légèrement, de mettre son dos et bon, c'est vrai que vous n'êtes pas d'accord que ça incite des potentiels violeurs et autres, mais comment vous appelez cela? Parce que s'ils sont désœuvrés et se pavanent tout nus, alors c'est un problème justement, ça incite à et puis prostitution déguisée aussi, prostitution déguisée, ça on sait que ça existe. Non, je ne pense pas que ce soit une prostitution déguisée parce que vous allez convenir avec moi que même des femmes mariées s'habillent de façon assez explicite lorsqu'elles se trouvent. Et il faut remarquer que c'est dans certaines régions, on va voir peut-être la région du Nord, c'est pas pareil. La région peut-être du Centre, c'est moins. Mais la région du littoral, est-ce que vous avez les chiffres de ce que vous affirmez? Parce qu'à chaque fois qu'on donne ce genre d'exemple, j'ai envie de savoir concrètement, en termes de chiffres, ce qu'il en est. Je ne veux pas qu'on soit évasif là-dessus quand même. Non, je n'ai pas les chiffres, mais je vis dans une société où bien j'observe les phénomènes. Je n'ai pas les chiffres parce que je n'ai pas fait une étude. C'est pour ça que je donnais l'illustration de tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on nous a raconté qu'à la F, justement, Axe Lourd, ici à Douala, ce ne sont pas les filles qui sont en mini-jupe qui ont le plus de clients. C'est pour ça que je donnais cet exemple-là. Mais il y a beaucoup de filles qui s'habillent en pagne, qui viennent là, peut-être dont les parents ne savent même pas qu'elles pratiquent ce métier-là. Donc c'est ça le questionnement. Justement, nous avons relevé cela tout à l'heure. Justement, la question est de savoir dont la campagne est donc mal dirigée parce qu'il ne s'agit pas donc de fustiger ces filles qui s'habillent de façon indécente pour dire que c'est une forme de prostitution, c'est en train de la prostitution ou bien le viol. C'est une question d'éducation des consciences. Qu'est-ce qu'une femme, quel est le rôle d'une femme dans une société? Comment est-ce qu'une femme doit se comporter? Parce que lorsque on se penche sur mon pour dire ce sont ces filles, on fustige ces filles qui s'habillent de façon assez libérale, on oublie complètement ces filles que vous avez relevées tout à l'heure qui s'habillent de façon assez conforme, mais qui quelque part pratiquent dans une forme de prostitution déguisée. Donc on reviendrait donc sur cette campagne pour dire il faudra repenser la campagne et faire plutôt une campagne de moralisation publique, de revenir quel est le rôle, quel est le devoir d'une femme lorsque déjà c'est une jeune fille et puis dans le foyer, parce que ce qu'on oublie souvent c'est d'éduquer la femme dans son rôle de mère, son rôle d'épouse et également aussi son rôle de belle-mère et consort. On ne le fait pas. Donc il faudra repenser peut-être la campagne. On va poursuivre cette émission avec cet autre reportage. Est-ce qu'on peut amener les jeunes à s'habiller décemment et quelle serait la formule magique pour cela? Regardez. La répression non officielle contre l'indécence vestimentaire a créé des remous. Au carrefour d'Okoti à Douala, les souvenirs sont encore présents. Ces deux filles, je ne sais pas d'où elles sortaient. Elles étaient complètement tenues. Quand je dis nues, ça veut dire elles portaient des jupettes. Tout le Cameroun était dehors. Alors, un officier de passage qui travaillait, à l'époque, il travaillait sur le poste de police, ça attire aussi son attention. Alors, il les prend donc, il les amène au poste de police. Et là-bas, il a pris une lame. Il dit, comme vous voulez marcher nu, je vais vous aider. Il a déchiré complètement leur jupe. À Elf Axe Lourd, toujours à Douala, des faits presque similaires se sont produits. À moins de 22 heures, au niveau du Madiba, là, une jeune fille habillée en mini-jupe là. Elle était tenue à l'entrée de Madiba là, pour tacler donc ses clients alors. Voilà, alors deux militaires en descendant l'ont tamponné.
L'on demandait, donc elle a vu les deux militaires, voulaient fuir pour entrer au Madiba. L'un des militaires a couru, l'ont interpellé alors. Elle s'est arrêtée. L'un des militaires voulait plutôt enlever sa jupe. Le gars a dit que non, ne se lève pas, amenons-la plutôt au poste de police. Quand ils l'ont arrêté alors maintenant pour l'amener au poste de police, c'est là où les bandits sont sortis pour n'importe quoi, l'empêcher, il ne parlait pas avec la fille. Des jeunes femmes jugées coupables d'indécence vestimentaire ont donc été dénudées par la police et parfois par des badauds. Remarquez qu'avec placidité, certains pensent que c'est le sort idéal à réserver aux personnes non convenablement habillées. Même moi, quand je vois les filles qui s'habillent comme ça, là, ça ne me plaît pas. Ça me met mal à l'aise. Je n'aime pas. Je n'aime pas ça. Donc il faut annuler ça. Il faut annuler. On peut même les déshabiller. Heureusement, le ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille a qualifié ces actes de dérapage. Toutefois, inverser la tendance vestimentaire est encore possible. Ne pas s'habiller comme ça, il faudrait déjà qu'on limite l'importation de cette tenue-là. Ce sont ces mêmes personnes qui disent que ne portez plus les mini, qui acceptent que les mini puissent toujours entrer au Cameroun. Avis aux médias donc, qui sont appelés à revoir leur contenu. Nous sommes tellement exposés, extravertis, donc les feuilletons qui nous arrivent, ceux-ci, n'est-ce pas, sont essentiellement ceux qui véhiculent, n'est-ce pas, les idées, n'est-ce pas, que nous copions. Donc il me semble que ça peut être réversible, mais à condition de bien regarder à la société que l'on veut construire. Nous n'avons pas une loi à proprement parler qui peut gérer cela. Et vous savez que dès lors qu'il n'y a pas une loi qui fixe les tenants et les aboutissants de quelque chose, ça peut aller dans tous les sens, d'où les dérives qu'on a notées par-ci, par-là. Et nous sommes encore dans la sensibilisation. C'est le lieu de dire ici que ceux qui sont chargés de proposer les lois et de les analyser et de les voter doivent prendre le taureau par les cornes, et les femmes en premier. Lorsqu'on remonte plus loin dans le passé, en début d'année 2000, les femmes légèrement habillées subissaient des remises au pas de la police à San Mélima. On a vu aussi ces représailles à Douala, mais tout cela s'est achevé en queue de poisson. Oui, il est possible d'inverser la tendance. C'est encore les médias qui sont indexés. C'est-à-dire que les médias ont amené certaines dérives et aujourd'hui, il faut revoir peut-être certains contenus d'après ce qu'on nous dit. Mais revoir les contenus ne suffit pas du tout parce que le câble existe. Ah oui, le net aussi. Beaucoup d'autres choses existent. Alors, comment pouvoir renverser la tendance? Mais c'est vrai que j'aimerais poser cette question à Sylvie et Cobel, mais qui trouve qu'il n'y a pas de problème. Alors, ça va être compliqué pour elle, mais oui, comment quand même réussir à renverser cette tendance-là? Je pense que c'est simple. Pour moi, c'est simple. Premièrement, je ne trouve pas que le problème est assez alarmant. Donc, il n'y a pas de problème? Non, il y a certainement un problème, mais je dis que ce n'est pas alarmant. Deuxièmement, c'est repenser dans la cellule familiale. Et troisièmement, c'est quelque part peut-être d'éduquer aussi les parents parce que les parents ne sont pas suffisamment éduqués sur un ensemble de rôles, de devoirs et d'obligations envers leurs enfants. Donc, la procédure adoptée, c'est justement ça. Revenons sur la répression. Il y a eu... mais ce n'était pas officiel. Des gens qui ont pris sur eux d'attraper des filles dans la rue. On a des témoignages dans ce sens-là. On a un témoignage de Ndokoti, un officier de police qui l'a fait. On a un témoignage à la Elf également. C'était toujours un officier de police qui l'a fait de façon peut-être assez libérale, comme vous le disiez il y a un instant. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous disiez tout à l'heure que ce sont des dérives qu'on ne devrait pas accepter. Oui. Mais finalement, il semble que ça a porté fruit. Parce que, d'après ce qu'on nous dit, c'est que les commerçants nous le disent. Qu'à un moment, les mini, les sexy comme ils les appellent, ne se vendaient plus. Oui, peut-être ça ne se vendait plus, mais vous n'avez pas fait une enquête pour savoir quels sont dans le nombre de jeunes filles qui ont été attaquées par des enfants de la rue, par des mototaximans surtout, des filles qui ont été déshabillées. J'ai vu ici, je sais pas, rond-point où on sort, des filles qui ont été déshabillées devant les gens parce qu'elles avaient mis des vêtements un peu indécents, des filles qui étaient complètement déshabillées. Est-ce que nous sommes encore dans une forme de régulation de la décence vestimentaire ou bien dans une forme d'atteinte à la pudeur? Parce que lorsqu'on veut, pour protéger peut-être les normes morales et déshabiller une fille, je pense que là, nous sommes dans un délit complet. Est-ce que c'est pas l'expression de ras-le-bol?
C'est pas l'expression d'un ras-le-bol de la population qui l'attendait, peut-être qu'il n'était pas. Oui, mais vous allez, ça veut dire quelque part, vous soutenez aussi je pose la question. Vous soutenez quelque Je pose la question. Oui, je reviens pour dire ça veut dire quelque part, vous soutenez également la justice populaire. Je pose une question. Certains l'ont pensé. Certains ont dit que si ça se passe comme ça veut dire quand même qu'il y avait un ras-le-bol quelque part. Donc, ce n'est pas un postulat que j'assume personnellement. Je reviens pour dire que nous sommes en tant que juristes, nous sommes dans un état de droit. Il y a un ensemble de normes que nous devons respecter. On ne doit pas se faire justice soi-même. Donc, il n'appartient pas à quelqu'un de se lever un matin parce qu'il a vu une fille passer, et de l'attraper et de la divertir. C'est outrage à la pudeur, c'est atteinte à la pudeur, c'est passible d'un ensemble de peines de prison. Donc on ne doit pas se comporter comme si il n'y a pas des institutions, comme s'il n'y a pas la police, comme si on vit dans un état mais vous étiez en train de décrier justement encore le comportement de la police, et pourtant on nous a bien dit à partir de... Je décris le comportement, de la police. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes filles qui se sont fait racketter. Oui, des filles qui ont payé pour pouvoir passer. Donc, ils ne font plus leur travail. Ils arrêtent les filles. Ce que j'ai vu, ils arrêtent les filles et les filles donnent des 10 000 francs, je sais pas, donnent certains sommes pour pouvoir passer. Est-ce que nous sommes encore dans cette mesure-là? Nous ne sommes plus là parce que le problème reste le même. Le problème reste entier et ça s'empire encore parce qu'on n'est plus dans la sécurité, nous sommes dans l'insécurité complète. S'il faille que vous vous trouvez à la rue, peut-être avec un dos nu, peut-être et que quelqu'un vous aborde, vous dit si vous voulez passer, vous me donnez peut-être 10 000 francs, sinon je vous déshabille. Mais nous sommes dans le Far West. Il faut faire attention dans une société où les normes sont complètement régulées, dans une société où les normes ne sont pas régulées. Ça veut dire que quelqu'un va vous voir parce qu'il a peut-être un antécédent avec vous, ou bien il a une rancune avec vous, il vous attrape dans la rue pour pouvoir vous déshabiller. Non, nous sommes dans un état de droit, il faut faire attention. Donc je reviens pour dire à ces gens-là, à ces personnes-là qui se comportent de la sorte, ça veut dire, je leur dis qu'ils sont dans l'infraction totale, ils ne doivent pas se comporter. On parlait d'ailleurs de Vindic dans ce cas-là. Moi, je pose une question que toutes les femmes se posent d'ailleurs, celles qui vont régulièrement à Yaoundé et particulièrement dans les ministères. Là, il y a interdit le port des pantalons, par exemple, ou alors de certains types de vêtements. Donc, il y a un code vestimentaire, disons-le comme ça. Là aussi, vous êtes contre? Je pense que c'est une forme de discrimination. C'est une forme de discrimination vis-à-vis des femmes encore. Ce sont les femmes qui sont encore visées parce que je ne vois en rien le fait qu'une femme s'habille peut-être en tailleur de façon confortable et va dans un ministère peut-être pour déposer un dossier ou bien pour prendre un rendez-vous et qu'elle soit conduite parce qu'elle a mis un pantalon. Je ne vois en rien quel est le rapport entre le pantalon et la fonction. Je ne vois en rien. Rien à dire. Voilà, merci beaucoup. C'est terminé pour cette première partie. Merci Sylvie Ekobé, qu'on aura le plaisir d'avoir souvent dans cette émission. C'était assez houleux, hein, et c'est ça la particularité également d'être dans le Saré. Cette fois dans le Saré, on va retrouver une maman qu'on appelle affectivement ou affectueusement Maman Menga. Elle est médium. Regardez simplement. Menga Manjo est médium parapsychologue. Enfant, elle sentait déjà en elle des aptitudes paranormales. Enfant indigo précisément, elle dit avoir eu pour habitude de communiquer avec un autre monde et se sentir connectée à d'autres dimensions. Vous êtes médium ou ménissi? Les deux font la paire. C'est-à-dire? C'est pareil, c'est le même mot. Ménissi, c'est comme un enfant, quand Dieu veut interpeller un enfant, eh bien, Dieu interpelle l'enfant par sa façon de faire ou son crachat. C'est le messager de Dieu. Sur votre carte, on va mentionner don de naissance. Vous saviez que vous étiez médium dans l'enfance. Vous l'avez toujours ressenti. Oui, oui. Et comment est-ce qu'on le ressent? Ben, lorsqu'on est un enfant, on ne ressent pas, on vit naturellement et on dit des choses naturellement, on fait des choses naturellement. Ce sont les gens qui vous disent que l'enfant n'est pas normal. Au départ, moi j'ai travaillé beaucoup gratuitement. Et en Europe, il faut être clair. Lorsqu'on est déclaré pour travailler, ça veut dire qu'on paye les impôts. En fait, gagner de l'argent, on est obligé parce que c'est une vibration. Lorsque vous apportez de l'énergie, vous recevez aussi, c'est le yin et le yang. Vous dites que vous rencontrez souvent des criminels dans vos séances de consultation. Comment conseiller quelqu'un qui veut faire du mal? Je ne conseille pas quelqu'un qui veut faire du mal. Je l'aide à sortir du mal, c'est pas pareil. Mon rôle, c'est lui apporter un bien-être spirituel. Après une consultation, comment est-ce que vous vous sentez? Riche en amour. Est-ce qu'il arrive qu'on doute de vous, de ce que vous dites? Oui, beaucoup. Parce que c'est trop flagrant et c'est trop vrai.
Et puis, l'être humain, en général, n'aime pas beaucoup la vérité. Pour terminer, une question certainement que tout le monde se pose. Est-ce que vous avez des prédictions sur vous et vos proches, sur tout ce qui peut se passer autour de vous? Oui, oui, j'ai des... Vous savez, j'ai une famille d'âmes sœurs. Ma famille est d'âmes sœurs. Si je suis en danger, que je n'écoute pas, quelqu'un dans mon entourage écoutera, m'appellera et me dira. Oui, on me donne des messages s'il y a un problème. On me dit comment ça va se passer. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter dans ce sens? De continuer son chemin sur terre avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie, longue vie, et que Dieu m'amène beaucoup de monde sur le chemin pour que je puisse continuer à faire ce que je dois faire. Parce que j'adore avant tout ce que je fais. J'adore ma personne, j'adore l'être qui est au fond de moi, j'adore l'être humain, et j'adore ma famille terrestre et ma famille céleste. Continuons cette émission avec l'actualité. Marie-Léonie Sen est avec nous. Bonjour Marie-Léonie. Bonjour Clarence, Jeanne-Alice. Marie-Léonie. Bonjour à vous à la maison. Alors, actualité, par quoi est-ce qu'on commence? On commence par une nouvelle triste. Eh bien, assez morbide aussi. Justement, je suppose que tout le monde se pose cette question. Eh bien, qui a tué Évariste Magnier? Et alors, la réponse se donne avec la reconstitution de l'assassinat de cette jeune femme de 25 ans qui a eu lieu le 11 avril dernier à Ebolova en présence des suspects. L'histoire remonte à quelques semaines lorsque Évariste Magnier est retrouvée morte dans sa chambre au quartier Ela. La division de la police judiciaire s'empare donc du dossier et après plusieurs investigations, découvre qu'elle connaît depuis le mois de février des démêlés avec sa copine Marceline qu'elle a hébergée, puis expulsée de son domicile. Cette cohabitation a donc été des plus mauvaises pour la défunte qui a essuyé de nombreuses bastonnades de la part de sa colocataire. Après une énième... Bastonnade de sa colocataire? Ah oui. Ah ben ça veut dire, je t'héberge chez moi et tu me frappes dessus. Voilà. Après une énième dispute, Marceline aurait donc décidé de se venger. Elle s'introduit chez sa victime, la tabasse jusqu'à ce que mort s'ensuive. Après quoi, elle dérobe quelques effets, appelle son complice Joël Apollinaire qui lui se charge de transporter le téléviseur et le téléphone de la victime. Oula, c'est assez douloureux comme information. On continue avec oui, autre chose. On continue avec cette autre information d'une jeune fille, Awa Majoli, âgée de 22 ans, qui a été étranglée la veille de son mariage. Encore violence à l'encontre des femmes. Et ceci par un prétendant qu'elle a éconduit plusieurs fois. Son corps sans vie a été découvert par les bouchers de l'abattoir municipal de Guidigis à environ 160 km de Marois le dimanche 23 mars dernier. Ils ont donc alerté le Lamido qui, lui, à son tour, a saisi le sous-préfet, le commandant de la brigade et le commissaire spécial. Le corps est donc identifié par la famille et pour son oncle, la jeune fille aurait disparu la veille vers 22 h environ. Et qu'est-ce qui se serait passé avant cela? Bon, justement, avant de quitter la maison, son oncle dit qu'elle se serait entretenue au téléphone avec un certain Ahmed. Son téléphone à elle étant en panne, elle a utilisé celui de sa cousine à elle. Donc, après investigation, on est remonté pour retrouver le jeune Ahmed. On a découvert que lui est un jeune venu du Tchad et qui s'est installé au Cameroun dans, je dirais, à Guidigis. Voilà. Il vend le thé qu'on appelle couramment le tchaï. Oui, et donc quelle est la relation qu'ils entretenaient? Bon, lui, il a, je sais pas, il a courtisé plusieurs fois et elle l'a éconduit. Ah d'accord. Voilà. D'où la colère. Voilà, d'où la colère. Un amour éconduit ne s'impose pas de limites. Oui, on va terminer rapidement peut-être avec... Une perquisition chez lui a permis de mettre la main sur le foulard et les chaussures que portait la défunte la veille. Awa aurait donc été étranglée puis déposée tout près de l'abattoir. Alors, une autre information peut-être Une autre information, c'est celle des volleyeuses dames. Après un mois après les messieurs, ce serait aux dames d'aller au front pour représenter le Cameroun au 31e championnat d'Afrique des clubs champions dames en volley du côté de la Tunisie. Oui, et donc une centenaire qui a été à l'honneur, où, quand, comment, pourquoi? Une centenaire qui a été à l'honneur, elle a été décorée par la communauté urbaine parce qu'elle a eu 100 ans. Voilà. Alors, comment est-ce qu'elle s'appelle? Elle s'appelle Njanjo Dora. Et pour le délégué de la communauté urbaine,
Pour le délégué du gouvernement, autant pour moi, auprès de la communauté urbaine, la longévité apparaît comme le témoignage d'une remarquable hygiène de vie orientée vers l'encadrement et l'épanouissement de l'homme. Joyeux anniversaire, mamie. Et donc, peut-être on parle en bref de la journée. Oui, de la journée mondiale du voile qui se tiendra ici même à Douala le jeudi 24 prochain au stade Sopor Priso dès 9h précises, en soutien à nos sœurs musulmanes voilées pour vivre leur quotidien, faire tomber les préjugés et amalgames qui entourent la pratique de l'islam, briser les stéréotypes et combattre l'ignorance, encourager la tolérance, le respect d'autrui, la solidarité fraternelle, promouvoir le dialogue interreligieux sincère dans un pays laïque et pour l'amour de Dieu au final. Marie-Denis, juste après cela, on va parler de la beauté. Retour aux cheveux crépus. Comment est-ce qu'on s'y prend? C'est le suspense. D'accord. Le mouvement révolutionnaire des cheveux crépus est en marche. Il est porté par les Nappy Girls, entendez Natural and Happy. Au Nigeria ou en Côte d'Ivoire, la révolte capillaire a pris corps. Je n'en pouvais plus de les retoucher. Ils devenaient trop légers, j'en avais moins. Alors j'ai décidé de les laisser comme ça et j'ai aimé. Je ne suis pas prête de remettre des produits chimiques. C'est le dictat de la société, toujours. On représente la femme moderne avec des cheveux lisses, qui lui tombent dans le dos ou pas, mais vraiment pas les cheveux crépus. Donc c'est vraiment la question identitaire en fait. Les Nappy Girls remettent en question les canons de beauté tels qu'imposés par la colonisation. Les gens ont du mal en fait, quand ils vous voient avec vos cheveux naturels, ils vous regardent comme si vous étiez une paria, comme s'il y avait un souci avec vos cheveux, alors que ça devrait être normal. Ça devrait être normal de pouvoir garder ses propres cheveux. Les gens ne sont pas habitués à avoir des cheveux comme ça, ils veulent tout le temps toucher. Ah mais c'est tes cheveux, c'est naturel, c'est pas des mèches. Parce qu'ils ne connaissent pas en fait, c'est juste de l'ignorance. Les Nappy Girls disent non au défrisant, non au rajout via des greffes. Elles ont décidé de rester naturelles, de dire oui à leurs cheveux crépus. Le mouvement, né aux États-Unis il y a quelques années, est déjà au Cameroun. Oui, après donc ces cheveux crépus, c'est la mode carrément, parce qu'aujourd'hui justement on dit qu'il faut qu'on retrouve notre essence, notre vie, notre culture et tout ce qui va avec. On va parler des idées reçues et Jeanne-Alice aujourd'hui évoque les garçons qu'on tape avec le balai. Mais c'est interdit, ma très chère. Ah oui. Il faut dire que nous, on fait toujours un tour du côté du village. C'est vrai, vous n'y allez pas, mais nous, on fait des efforts pour aller de ce côté-là et vous ramener, vous rapporter des idées tellement efficaces et surtout ce qu'il ne faut pas faire. Alors aujourd'hui, on nous dit qu'on ne tape pas un garçon, enfin je parle d'abord des garçons, avec un balai. Et que se passe-t-il le cas échéant, ma très chère? Oui, si jamais vous tapez sur votre garçon avec un balai, qu'est-ce qui va se passer? Chez les Bassa, on va commencer par là. Si vous tapez, donc votre enfant, fille ou garçon, là c'est pas que des garçons, avec un balai, il va maigrir encore. Vous ne comprendrez pas pourquoi il ne fait que maigrir. Alors, de ce côté, c'est chez les Bassa. Maintenant, chez les Bafang, donc à l'ouest, on dit c'est très compliqué parce que c'est celui qui tape qui a un problème. Qu'est-ce qu'il a celui qui tape? Il devient fou. De frapper avec un enfant. N'essayez pas. Hein. D'accord. Alors maintenant, on rentre dans le mbam. On nous dit de ce côté-là, très attention, parce que si jamais vous tapez sur votre enfant, évitez surtout son postérieur, hein, parce que si vous le frappez, surtout un garçon, alors vous lui faites perdre son troisième pied. Je veux dire, vous le rendez impuissant. Donc, évitez de le faire. Mais j'aimerais quand même attirer l'attention sur tous ceux qui pourraient le faire, parce que dans un accès de colère, ça pourrait arriver. Ça veut dire un enfant qui est très têtu, vous pourriez soulever votre balai et le frapper. Alors, si jamais vous le faites, pour éviter que le sort ne s'acharne contre cet enfant-là, ou alors contre vous, ce que vous devez faire, c'est prendre le même balai, cracher dessus, le frapper au sol, et voilà. Le sol, alors, de quel type de balai est-ce qu'il s'agit? On a dit balai à Bondi ou en paille, voilà. D'accord. Donc, faites gaffe. Merci beaucoup, ma très chère. Merci à vous de nous avoir regardé ce samedi. C'est terminé pour cette émission. La semaine prochaine, on se retrouve avec le même plaisir. Ciao.